Bienvenue à nouveau dans l'émission. C'est votre hôte, Danny Haifong. Comme vous pouvez le voir, je suis accompagné du professeur Mohammad Marandi en Iran. Professeur Marandi, merci beaucoup de me rejoindre aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité, Danny. C'est toujours un plaisir. Oui, tout le plaisir est pour moi, professeur Marandi. Et si nous commencions? Tout le monde, appuyez sur le bouton j'aime en arrivant. Cela aide à faire connaître l'émission dès le début. Je voulais d'abord vous interroger au sujet du pétrolier américain qui a été touché dans le golfe d'Oman. C'était juste à l'est du détroit d'Ormuz. Il était ancré au large du port omanais des Émirats arabes unis. Et cela a montré, professeur Marandi, que la route censée contourner le détroit d'Ormuz n'est en réalité pas sûre non plus. L'Iran affirme qu'il passe à l'offensive. Il ne vise pas seulement des infrastructures comme celle-ci, mais cherche aussi à commencer à frapper des entreprises américaines, dont beaucoup sont basées à Dubaï. Parlez-nous de la situation actuelle de la riposte iranienne face à cette guerre d'agression américano-israélienne et de la manière dont les choses sont perçues, comprises et vécues en ce moment. Eh bien, les Iraniens disent qu'ils vont faire exactement ce que les États-Unis et le régime israélien font à l'Iran, leur rendre l'appareil. Ils ont bombardé des usines, des banques, des écoles, des hôpitaux, le ministère de l'Énergie et même un important poste électrique à Téhéran. Excusez-moi. Donc, les Iraniens vont riposter. Et comme les régimes du Golfe Persique accueillent tous des bases américaines, ils ont permis aux Américains d'utiliser leur territoire, y compris pour attaquer l'Iran depuis ces bases. Par exemple, des missiles HIMARS ont été tirés vers les Iraniens depuis ces pays. Ils font partie de cette guerre d'agression, et prétendre être neutre est une insulte à notre intelligence. C'est pourquoi l'Iran les vise. Mais en même temps, l'Iran se retient. Donc, vous parliez du détroit d'Ormuz. En ce moment, il est fermé. Mais l'Iran pourrait détruire les actifs du Qatar ou des Émirats. Pourtant, il ne l'a pas fait. Il a causé quelques dégâts en représailles, mais il n'est pas encore allé aussi loin. Pourquoi? Parce qu'il veut que cette guerre se termine sans provoquer une catastrophe économique mondiale. Ainsi, ils ont fermé le détroit d'Ormuz. Mais si les États-Unis sont contraints de se retirer, alors les navires pourront à nouveau circuler. Et le pétrole, le gaz et les produits pétrochimiques pourront être produits. Mais si les États-Unis intensifient le conflit, alors l'Iran devra frapper plus fort et riposter, ce qui signifie que davantage d'actifs stratégiques seront détruits. Les actifs américains sont bien sûr une priorité. Mais aucun de ces pays, aucun de ces régimes n'est innocent. Ils font tous partie de cette agression. Ils ont collaboré et en conséquence, les Américains ont pu tuer de nombreux Iraniens avec leur aide. Oui, professeur Marandi, ce sont des points importants. Nous avons entendu parler d'explosions signalées à Doha, au Qatar, ainsi qu'à la base aérienne du prince Sultan. Je voulais simplement que les gens comprennent cela. Et maintenant, il y a eu un certain effritement, alors que tout cela se déroule. Il semble que le détroit d'Ormuz, qui prend une importance cruciale dans cette guerre, dans la riposte et la réponse de l'Iran, ait causé quelques problèmes. Nous venons d'apprendre la démission de Joe Kent, qui était le directeur national du contre-terrorisme nommé par Trump. Il a démissionné. Je peux retrouver la lettre. Je ne vais pas le lire en entier, mais je peux l'afficher pour que les gens le voient à l'écran pendant que vous parlez, professeur Marandi. Il a démissionné et a mentionné que cette guerre d'agression est une énorme erreur. Parlons de l'interaction ici. Comment la réponse de l'Iran à cette guerre d'agression a-t-elle provoqué de graves problèmes au sein de l'establishment politique américain, ainsi que pour les deux principales puissances agresseuses? Je devrais dire les grandes.
à savoir les États-Unis et Israël. Oui, je pense que cette lettre de démission est très importante. Et Cela en dit long. Et le fait que lui, un nommé de Trump, affirme que cette guerre n'a vu le jour qu'à cause du régime israélien et de son lobby aggrave considérablement la situation pour les Israéliens, pour Trump, pour la classe Epstein et pour le lobby sioniste aux États-Unis. Parce que cela, à mon avis, est encore plus significatif que si quelqu'un comme Candace Owens ou une autre personne du même genre faisait de telles déclarations. Il était responsable du contre-espionnage. Il sait ce qui se passe. Il savait que l'Iran ne représentait pas une menace pour les États-Unis et que tout cela avait simplement été fait à la demande du régime israélien. Et cela va avoir des conséquences, un impact mondial également. Les pays du monde entier savent déjà que la hausse des prix du pétrole, du gaz et de l'énergie est due au régime israélien et aux États-Unis. Mais c'est une preuve. Donc, ce n'est pas seulement Tucker Carlson qui le dit, c'est quelqu'un qui était profondément impliqué dans les affaires de l'État, ayant accès à des renseignements top secrets. Je pense que ça montre que le Titanic est en train de couler. Je ne sais pas à quelle vitesse il coule, mais il coule. Et nous avons vu les déclarations de Trump hier. Il a parlé comme un homme ivre, il partait dans tous les sens, se contredisant sans cesse. Je pense que cela montre à quel point la situation est mauvaise pour les États-Unis et pour le régime Trump. D'un côté, il a dit que l'Iran était anéanti, d'accord, il a été pulvérisé, donc il est pulvérisé, puis il veut que le monde entier se joigne à lui pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Eh bien, si c'est anéanti, vous n'avez besoin de personne. Alors pourquoi avez-vous besoin du monde entier? Et pourquoi le monde entier dit-il « Non, 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 ne nous mêlez pas à ça » ? Parce que rien n'a été anéanti. Rien n'a été anéanti. Et pendant que nous parlons, l'Iran tire des missiles et des drones sur des cibles à travers la région contre le régime israélien et contre des intérêts américains. Le détroit d'Ormuz reste fermé et le restera jusqu'à ce que les pays de la région contraignent les États-Unis à y mettre fin. Car sans leur consentement, les États-Unis ne peuvent pas faire la guerre. La communauté internationale doit faire pression sur les États-Unis pour qu'ils arrêtent cela. L'Iran n'acceptera pas simplement un cessez-le-feu. Ça n'arrivera pas. Nous l'avons déjà fait. Il y a 9 mois, 8 mois, nous avons accepté un cessez-le-feu, même si nous étions en train de gagner la guerre. Et maintenant, ils en ont lancé une autre. Ils nous ont attaqués à nouveau. À l'époque, pendant que nous négocions, ils complotaient à huis clos contre nous. Puis ils ont mené une attaque éclair. Et cette fois encore, nous avons vu exactement la même chose se reproduire. Il y a eu des avancées cette fois-ci. Le ministre des Affaires étrangères d'Oman est allé à Washington, a donné des interviews et a déclaré qu'en ce moment même, il bombardait Téhéran. Le ministre des Affaires étrangères d'Oman a dit cela à la télévision et ensuite Trump a attaqué. Et bien sûr, Trump a menti, tout comme Witkoff. Witkoff a proféré ces accusations insensées selon lesquelles l'Iran aurait organisé la table des négociations. Mais le ministre des Affaires étrangères d'Oman a déclaré qu'il était positif que les discussions soient indirectes. Quelle intelligence de la part de l'ayatollah Khamenei. Les Omanais ont tout observé, tout ce qui a été dit. Et ce que le ministre omanais des Affaires étrangères a déclaré aux médias aux États-Unis contredit tout ce que Witkoff et Trump ont affirmé. L'Iran ne peut donc pas négocier avec un tel régime. La signature de Trump ne vaut rien. L'administration ne vaut rien. Elle n'est pas digne de confiance. Il pourrait signer un accord et dès le lendemain, faire quelque chose de complètement différent. Il peut déchirer son propre accord. Qui pourrait l'en empêcher? Lui-même dit que personne ne peut l'arrêter. Il faut donc que les faits sur le terrain changent.
Les faits sur le terrain doivent changer. Si le détroit d'Ormuz doit s'ouvrir, les faits sur le terrain doivent changer. L'Iran et ses alliés, ce n'est plus seulement une question d'Iran. Leurs préoccupations en matière de sécurité, au Liban et ailleurs, doivent être prises en compte. Et nous devons être certains que les États-Unis ne pourront plus recommencer dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Ainsi, la situation dans le Golfe Persique va changer. L'Iran ne permettra plus au régime du Golfe Persique d'héberger des bases américaines ou d'utiliser leur territoire comme plateforme pour attaquer le pays. Cela n'arrivera pas. Oui, oui. Je veux dire, je pense que ceux qui regardent devraient comprendre que c'est tout à fait compréhensible. Je veux lire une citation importante de la lettre que j'ai sous les yeux, où Joe Kent, il s'appelle bien Joe Kent, n'est-ce pas? Oui, Joe Kent, dit qu'au début de l'administration, des responsables israéliens de haut rang et des membres influents des médias américains ont mené une campagne de désinformation, sapant complètement votre programme America First et semant des sentiments bellicistes pour encourager une guerre avec l'Iran. La Chambre des Shows a été utilisée pour vous tromper en vous faisant croire que l'Iran représentait une menace imminente pour les États-Unis, que vous deviez frapper immédiatement et qu'il existait une voie claire vers la victoire. C'était un mensonge. C'est la même tactique qu'Israël a utilisée pour nous entraîner dans la guerre en Irak. Cette guerre désastreuse en Irak qui a coûté à notre nation la vie de milliers de nos meilleurs hommes et femmes. Nous ne pouvons pas refaire cette erreur. Je voulais donc simplement dire cela, Marandi, et recueillir ta réaction. Le point essentiel ici, selon moi, ne concerne pas seulement le rôle d'Israël, mais aussi les coûts de cette situation, qui se confirment désormais. Les États-Unis affichent un nombre de pertes bien inférieur à celui rapporté par l'Iran. L'Iran vient d'annoncer qu'il y avait eu 3200 victimes américaines, blessées, et au moins 200 soldats américains tués. Ce sont des chiffres énormes en seulement quelques semaines. Quelle est ta réaction à cela? Au fait que le coût soit désormais au centre des préoccupations pour beaucoup de gens, pas seulement Joe Kent, mais même dans les médias traditionnels où l'on observe la même chose. Je pense que les coûts sont multiples. Tout d'abord, il y a l'énorme charge imposée au peuple américain pour acheminer tous ces systèmes d'armes dans la région, les y maintenir et utiliser chaque jour des milliards de dollars de munitions et de missiles. Je crois avoir lu quelque part que pendant les 2 premiers jours, ils ont dépensé environ 5 milliards de dollars en munitions. Ensuite, il y a la hausse du coût de l'énergie, qui va continuer d'augmenter. Le pétrole, le gaz et bien sûr les produits pétrochimiques et les engrais. Tout cela va provoquer de graves problèmes si les États-Unis ne se retirent pas. Cela va causer d'énormes difficultés. Ce sont là les coûts. Ensuite, il y a les dégâts subis par les bases américaines, qui se chiffrent en plusieurs milliards de dollars. Et Danny, les dommages infligés aux actifs américains dans le Golfe Persique. Je veux dire les Émirats, tu sais, une seule bombe frappant les Émirats. La méfiance s'installe. Je veux dire, ils perdent confiance dans l'endroit. Tous ces milliardaires et tous ces billions de dollars qui transitent par ce régime. Cela n'arrivera plus. Les États-Unis y perdent, et ce sont des actifs américains. Les Américains exploitent ces pays, que ce soit le Koweït, les Émirats, le Qatar, l'Arabie Saoudite, Bahreïn ou Oman. Les Américains les exploitent 24 heures sur 24. Donc, les pertes subies à mesure que leurs économies s'effondrent sont pour l'Occident énormes. Et bien sûr, vous savez, des armes d'une valeur de milliers de milliards de dollars ont été vendues à ces régimes, même s'ils ne savent même pas les utiliser, car la plupart d'entre eux n'ont pas le personnel nécessaire pour le faire. Par exemple, le Qatar,
compte une population de 350 à 400 000 habitants. Ils n'ont même pas de pilote. Ils achètent simplement ces armes aux États-Unis pour faire plaisir aux États-Unis, afin que les sénateurs puissent toucher des commissions et que d'autres élites puissent recevoir des pots de vin. Et ensuite, les princes peuvent eux aussi obtenir leurs commissions et leurs pots de vin. Mais les avions et tous les autres systèmes d'armes, ils sont inutiles. Donc quand on regarde tout cela dans son ensemble, les dégâts causés aux États-Unis sont énormes. Et puis, bien sûr, il y a le fait que les États-Unis ont échoué. L'Empire a échoué dans cette guerre. D'ordinaire, l'échec prend 20 ans. Vietnam, Irak, Afghanistan. Mais dans le cas de l'Iran, ils ont échoué dès le premier jour. Et l'Iran menait une guerre non seulement contre la superpuissance, mais aussi contre tous ses supplétifs. Le régime israélien, qui reçoit tout ce dont il a besoin des Européens et des Américains, ainsi que contre tous ses acteurs régionaux. Erdogan autorisant les AWACS à survoler la Turquie pour recueillir des informations contre l'Iran, les bases radars américaines en Turquie utilisées contre l'Iran, les bases jordaniennes utilisées contre l'Iran, leur espace aérien utilisé contre l'Iran et l'Arabie saoudite également. Tous ces pays du Golfe Persique, et puis bien sûr l'Occident collectif, sont tous derrière cette guerre. Ainsi, l'Iran est l'axe de la résistance. Le Hezbollah, la résistance irakienne et le Yémen se retrouvent face à cette coalition du mal. Et ils ont échoué. L'Empire a échoué. Alors imaginez les gens dans le monde entier regardant ce qui se passe et disant « Les États-Unis n'ont pas pu vaincre l'Iran en 2 ou 3 jours ?» On nous avait dit que ce serait terminé. On pensait qu'ils en étaient capables. Et donc je pense qu'au-delà des dégâts dont nous avons déjà parlé, cela aura d'énormes répercussions politiques pour les États-Unis dans les mois et les années à venir. Absolument, absolument. Et juste une chose, Danny. 2 choses. Bien sûr, bien sûr. Premièrement, pour ajouter à ce que j'ai dit plus tôt, l'Iran va recevoir des réparations. Maintenant, que ce soit les pays du Golfe Persique, que ces régimes tombent, qu'il y ait de nouveaux régimes et que le peuple prenne le pouvoir, qu'il y ait un coup d'État ou que ces mêmes despotes restent au pouvoir, cela n'a pas d'importance. L'Iran obtiendra des réparations. La situation dans le Golfe Persique va changer. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est qu'en ce moment même, Danny, il y a des millions de personnes dans les rues. Je reste ici à cause de notre entretien. Les habitants de Téhéran et d'ailleurs, ils sont tous dans les rues en ce moment, sous les frappes aériennes. Sous les frappes aériennes. Des millions à travers le pays. Lorsque les émeutes ont eu lieu les 8 et 9 janvier, des agences de renseignement étrangères ont introduit des armes et ils ont massacré des centaines de policiers et de volontaires et tué de nombreux civils. Ils étaient responsables, mais les médias occidentaux ont gonflé les chiffres et ont essayé de blâmer l'Iran, comme d'habitude. 3 jours plus tard, nous avons eu d'immenses rassemblements à travers le pays. Immenses. 3 millions à Téhéran, des dizaines de millions, 20, 30 millions, je suppose, à travers le pays. Je ne sais pas, je ne me souviens plus. Nous avons eu tellement de manifestations. Et Elon Musk et l'Occident, c'était immense. Ces manifestations contre les émeutiers, contre les agences de renseignement occidentales, en soutien à la République islamique, au point qu'ils ont essayé de dire que les foules étaient générées par l'IA. Ainsi, pour l'anniversaire de la Révolution, les gens sont sortis le 11 février en nombre encore plus important. À Téhéran, on comptait jusqu'à 4 millions de personnes. Les gens disaient « Très bien, nous sortirons encore plus nombreux, juste pour vous prouver que vous mentez. » Depuis 2 semaines maintenant, chaque nuit, les gens descendent dans les rues en masse. À Téhéran, ils ne se rassemblent pas en un seul endroit. Ils vont dans plusieurs lieux, une vingtaine environ,
et dans les villes de tout le pays aussi, sous les tirs de missiles. Pendant que nous parlons, ils attaquent Téhéran. Pendant que nous parlons, les gens sont dans les rues. Vendredi, et j'ai vu ton tweet, donc je sais que tu es au courant, il y a eu la manifestation internationale, la journée d'Al-Quds, la journée internationale de Jérusalem, en soutien au peuple palestinien. Les gens sont descendus dans la rue alors qu'ils étaient bombardés pour la cause du peuple palestinien. Des gens incroyables, ces Iraniens. Et ils ont été bombardés. Des missiles ont été tirés sur les manifestations et une femme a été tuée. Les médias occidentaux n'en ont rien dit. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que personne n'a bougé. Personne n'a reculé. J'ai vu que tu avais publié cette vidéo de la jeune femme. Personne n'a bougé. Personne n'a fui. Personne n'a crié. Personne n'a paniqué. Cette immense foule à Téhéran. Et puis 2 jours plus tard, dans une autre ville appelée Hamadan, il y a eu une cérémonie funéraire pour, je crois, les manifestants, ou un certain nombre d'entre eux, et il y avait d'énormes foules, et ils ont bombardé là aussi. Ils ont bombardé les manifestations, et les médias occidentaux n'en parleront à personne. Non seulement ils ne diront pas que des gens ont été bombardés et tués, mais ils ne diront pas non plus au monde que ces Iraniens n'ont pas cédé. Au lieu de femmes criant et fuyant, d'hommes hurlant et se cachant, ils sont tous restés sur place. On pourrait penser que ce serait la principale nouvelle mondiale. Mais ils le cachent, tout comme ils ont caché le génocide à Gaza, tout comme ils cachent le bombardement des immeubles d'habitation à Beyrouth et les attaques génocidaires contre le peuple libanais en ce moment même. Parce que les médias occidentaux sont complètement capturés, que ce soit The Guardian ou Breitbart, peu importe. Ils peuvent avoir des divergences internes, mais c'est la presse de la classe Epstein, la presse de l'Empire. Les mêmes personnes qui les possèdent aussi les gouvernements. Oui, et je veux simplement que tout le monde sache qu'on peut trouver de nombreux exemples de ce dont le professeur Marandi parlait un peu partout, surtout sur X. Des vidéos d'Iraniens dans les rues. Je veux dire, je crois, vous êtes sur place, professeur Marandi, donc vous le savez mieux que moi, mais je crois que ça se produit chaque jour, avec des gens qui descendent dans la rue pour manifester contre cette guerre. Il y a de nombreuses vidéos montrant exactement ce que le professeur Marandi a décrit. Des personnes qui entendent ou se trouvent très près de bombardements autour d'elles. Et non seulement elles ne bougent pas, professeur Marandi, mais elles deviennent même plus enthousiastes dans leur mobilisation contre cette guerre. On peut vraiment voir l'émotion dans ces moments-là. C'est une scène incroyable. Et elle vient s'ajouter à ce que je considère comme une situation plutôt désastreuse. Maintenant, l'Iran subit des frappes, bien sûr. Je sais que tu sais qu'il y a beaucoup de civils, beaucoup de personnes qui ont été tuées jusqu'à présent, je crois plus de 1400 d'après ce que nous savons. Mais il y en a probablement davantage, étant donné qu'Israël et les États-Unis sont ceux qui mènent les frappes en ce moment. Il y a aussi des affirmations, je ne pense pas qu'elles aient été confirmées, mais tu peux me corriger, selon lesquelles Ali Larijani, le secrétaire du Conseil de sécurité nationale, aurait été tué. Il n'y a pas de confirmation de la part de l'Iran, mais c'est ce qu'affirme Israël, et il s'en attribue le mérite. Mais en même temps, professeur Marandi, cette scène du peuple iranien, je pense, reflète bien ce contraste. Par exemple, il y a des informations selon lesquelles l'USS Gerald Ford se dirigerait vers la Crète d'ici la semaine prochaine. Et qui sait ce qui se passera ensuite, puisqu'un incendie de 6 heures à bord a laissé 600 marins sans couchette. Et puis, il y a le fait que même Trump reconnaît que les Iraniens sont des gens intelligents. Ils ne seraient pas là s'ils ne l'étaient pas. D'après certains rapports que je vois, l'Iran tire environ 63 drones par jour,
et près de 30 missiles par jour, chaque jour, ce qui contredit les affirmations selon lesquelles l'armée iranienne aurait été affaiblie. Vous avez donc une population mobilisée qui manifeste chaque jour contre la guerre, sans craindre ce que font les États-Unis et Israël. Vous avez une armée qui conserve encore une grande partie, sinon la totalité, de ses capacités, du moins celles qu'il est important pour l'Iran de préserver. Et puis, il y a les décapitations, les victimes et les morts parmi les civils, qui sont tragiques et constituent un crime, mais qui ne semblent pas modifier ou influencer la manière dont les choses évoluent. Et bien sûr, il y a la situation économique. Voilà un peu ce que j'observe, professeur Marandi. Qu'observez-vous, vous, quant à la manière dont cela se reflète du côté américain et israélien, et à l'endroit où ils en sont dans cette guerre? Eh bien, le nombre d'Iraniens dans les rues est si énorme que malgré la censure totale des médias occidentaux, même Trump en entend parler. Il est donc obligé de dire que c'est de l'IA, tout comme Elon Musk l'avait dit il y a quelques mois. Les gens le voient. Cela passe à travers. Cela traverse la répression sur les réseaux sociaux et la censure des médias occidentaux, mais les gens le voient quand même. Ainsi, même Trump a dû commenter et dire « Vous savez, j'ai fait un tweet hier soir. J'étais dans la rue lors de l'un de ces rassemblements. Il y a des rassemblements dans tout Téhéran. Et j'en ai montré un extrait en disant « Nous sommes tous Amalek et nous sommes tous de l'IA. » Cela mis à part, souvenez-vous que ces gens le font tout en étant punis, assassinés, parce qu'ils disent non au génocide. Parce qu'ils disent non au génocide. C'est incroyable. Et vous savez, c'est la même chose avec le Hezbollah. Le Hezbollah a commencé ce combat pour détourner des troupes de Gaza, parce que le massacre, le génocide, était en train de se produire. Ils ont donc fait leur sacrifice pour le peuple de Gaza, et ils ont fait d'énormes sacrifices. J'étais là lorsque Saïd Hassan Nasrallah a été martyrisé, ils ont perdu des commandants, et puis, la chose la plus répugnante, c'est qu'après le cessez-le-feu, parce que le Hezbollah ne contrôle pas le Liban, les États-Unis ont une énorme 5e colonne de personnes dans le pays qui ne cessent de poignarder la résistance dans le dos. Et bien sûr, la Syrie est maintenant contrôlée par les États-Unis. Al-Qaïda n'est qu'un autre outil américain. Mais les salafistes, les wahhabites et les takfiris, depuis le cessez-le-feu, se moquent du Hezbollah et disent qu'il a échoué. Ce sont des gens méprisables, ces takfiris. Et c'était eux qui applaudissaient la CIA, le Mossad, Erdogan et d'autres lorsqu'ils menaient la sale guerre en Syrie. Et maintenant, nous voyons que le régime syrien est un instrument des États-Unis et tout le monde détourne le regard. Mais regardez maintenant le Hezbollah. Il frappe durement le régime et pour le bien du peuple palestinien, il se sacrifie pour un autre peuple. Il en va de même pour l'Iran. Ils sont attaqués et tués parce qu'ils disent non au génocide, non à l'extermination des enfants, non au peuple d'Amalek, comme les Israéliens les appelleraient, comme tous les dirigeants israéliens les appellent. Ainsi, les Iraniens restent fermes. Ils sont si déterminés que même Trump en a entendu parler. Il a entendu. Alors il doit aller dire que c'est l'IA. Quant au Dr Larijani, nous devons attendre une annonce, mais rien ne changera. S'il est martyrisé, il aura atteint le plus grand honneur. Il y a seulement quelques jours, il a tweeté « Je pense que les gens devraient aller voir son compte Twitter ». Il a cité, je crois, l'imam Hussein, le petit-fils du prophète, à propos du martyr. Il n'a pas peur du martyr. Il n'a jamais eu peur du martyr. Il défend la juste cause. S'il est en vie, il continuera à travailler. S'il est martyrisé, cela ne fera que nous rendre plus forts et plus déterminés. Regardez les gens dans les rues. Ils ont bombardé leurs manifestations et ils sont toujours dans les rues. Ils ne nous comprennent pas. Ce sont des orientalistes, des racistes. Ils pensent qu'en tuant le dirigeant, en l'assassinant, en faisant de lui un martyr, tout s'effondrera.
Non, nous sommes un peuple sophistiqué, avec une constitution sophistiquée et des structures étatiques sophistiquées, et nous avancerons. 45 minutes après que l'ayatollah Khamenei a été martyrisé, il a refusé de quitter sa maison en disant « Beaucoup de gens n'ont nulle part où aller, alors je reste ici ». Il n'a pas voulu quitter son bureau non plus. Et que s'est-il passé 45 minutes plus tard? Les représailles de l'Iran ont commencé. On peut descendre dans les rues de Téhéran, circuler en voiture, c'est sûr. La plupart des magasins sont ouverts. Certaines personnes sont parties parce qu'après le massacre de ces filles à l'école, les 168 écolières que les États-Unis ont massacrées, le gouvernement a fermé les écoles et les universités. Beaucoup sont donc partis et on a encouragé ceux qui n'avaient rien à y faire à quitter la ville. Certains sont revenus, mais quelques magasins restent fermés. L'essentiel, c'est que l'État continuera de fonctionner. Et pendant que nous parlons, l'Iran riposte. Les actifs américains, les actifs de Trump et les actifs de Netanyahou. Et nous continuerons à le faire. Les gens resteront dans les rues. Ils continueront à nous tuer, à nous assassiner, à mener des attaques terroristes et à tenter de nous saper de toutes les manières possibles. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, les médias occidentaux s'en réjouissent ou prétendent que l'Iran s'effondre. Mais nous irons jusqu'au bout et nous infligerons une défaite stratégique à la classe Epstein. Sans aucun doute, le gouvernement américain ne pourra pas ouvrir le détroit d'Ormuz sans l'autorisation de l'Iran. Et si les États-Unis intensifient, cela signifie que l'Iran intensifiera aussi. En intensifiant, cela signifie que les navires dans le golfe Persique et les actifs pétroliers et gaziers de l'autre côté du golfe cesseront d'exister. Oui, pendant que nous parlons, l'Iran a des impacts directs sur Tel Aviv et Beit Shemesh. Je veux dire, les gens doivent comprendre que l'Iran tire des missiles, même si le volume n'est pas très élevé en termes de nombre. Ils savent qu'Israël et les États-Unis disent tous deux que leurs intercepteurs sont en quantité limitée et que davantage de missiles passent. Il y a donc des impacts directs dans plusieurs villes israéliennes en ce moment. Et sans parler du professeur Marandi, nous avons aussi une situation avec beaucoup de rumeurs concernant le statut de Netanyahou lui-même. Je ne sais pas si vous avez vu, avant l'annonce concernant Ali Larijani, et j'en ai parlé dans mon émission, il y a eu beaucoup de controverses sur le fait de savoir si Netanyahou est encore là ou même en vie. Qui sait où il se trouve? Mais aujourd'hui, professeur, je veux simplement montrer ceci, car c'est très choquant pour moi. C'est probablement la preuve la plus accablante que j'ai vue, indiquant que quelque chose ne va vraiment pas. Voici donc le compte X du Premier ministre à la date d'aujourd'hui, le jour où nous parlons, affirmant que Netanyahou ordonne l'élimination de hauts responsables du régime iranien. Mais les gens ont très vite fait remarquer ici, professeur Marandi, que cette photo date du 4 février 2026. Et même si certains pourraient dire « Vous savez », et je ne vais pas tirer de conclusion particulière de cela, si ce n'est que c'est très, disons, troublant, je ne vais pas tirer de conclusion. Certains disent « Oh, eh bien, il pourrait simplement faire du trolling ». Mais cela ne semble pas vraiment être le cas. Ce n'est pas vraiment... Vous savez, il y a eu un peu de trolling avec ces autres vidéos qui ont été publiées de lui, étrangement et maladroitement, dans un café. Mais malgré tout, le récit reste le même. Chaque fois que Netanyahou réapparaît quelque part en ligne, les gens se demandent si cet homme est encore en vie, analysant et scrutant chaque image. C'est étrange. Certains diraient que c'est une guerre de propagande, mais je pense que c'est bien plus que ça. Je pense que c'est bien plus que de simplement essayer de vendre de l'information. Je crois que c'est le reflet de quelque chose de beaucoup plus profond. Mais professeur Marandi, quelle est votre réaction à cela? Parce que le compte X du Premier ministre israélien
utilise d'anciennes photos pour rendre compte d'événements récents. Je trouve cela étrange. Qu'en pensez-vous? Eh bien, personnellement, je me fiche qu'il soit mort ou vivant. Le problème, ce n'est pas Netanyahou. C'est le sionisme, le suprémacisme ethnique et cette mentalité génocidaire qui existe chez la majorité des sionistes en Palestine. Les sondages le montrent dans leurs attitudes envers les enfants palestiniens et les Palestiniens en général. Mais ce qui est intéressant, c'est que quel que soit son sort, Netanyahou est toujours en train de se cacher. Il est soit dans un avion, soit dans un bunker. Regardez vendredi, le jour d'Al-Quds, la journée pour la Palestine, quand les Américains ont bombardé des manifestants iraniens à Téhéran. Les manifestations avaient lieu dans tout le pays, mais en Iran, à Téhéran, on a vu le président, le docteur Larijani, le chef du pouvoir judiciaire, le ministre des Affaires étrangères et d'autres hauts responsables, tout dans les rues, sans protection, sous les tirs de missiles, parmi le peuple. Et ensuite, le secrétaire américain à la guerre dit qu'ils sont tous cachés, mais ils étaient tous dans les rues. Il les a traités de rats, professeur. Oui, il les a traités de rats. Eh bien, ce sont des racistes malades. En général, ces gens sont malades, ils sont maléfiques. C'est pour cela qu'ils soutiennent le génocide en cours à Gaza. C'est pour cela que les journalistes occidentaux à Beyrouth, dans leurs reportages, écrivent qu'Israël bombarde des bastions du Hezbollah. Ils font s'effondrer des immeubles entiers remplis de familles, et ils le disent, même s'ils savent qu'ils mentent. Ces journalistes ont des fixeurs, des chauffeurs, des Libanais issus de ces quartiers et des producteurs. Mais ils le disent parce qu'ils doivent écrire d'une manière qui satisfait leurs propriétaires de la classe Epstein. Alors, tu sais, ce sont des rats. Et Trump, oh, j'ai oublié de le mentionner, Trump a parlé du fait que les Iraniens sont intelligents, alors qu'un jour ou deux plus tôt, il avait dit qu'il y avait quelque chose qui clochait avec leurs gènes. C'était dans une interview sur Fox que j'ai tweeté ou retweeté. Je veux dire, ce sont des racistes. Ils sont méprisables. Et bien sûr, c'est compréhensible. Quiconque soutient la soi-disant légitimité du régime israélien soutient le suprémacisme ethnique. Donc ils doivent être racistes. Par définition, ce sont des racistes. Alors tu sais, Netanyahou, tout le monde se fiche de l'endroit où il est, mais les dirigeants iraniens sont avec le peuple dans la rue. Ils peuvent en tuer un, ils peuvent en assassiner 1, 2, 3, 10, 20, mais d'autres les remplaceront, ceux qui sont dans la rue. Vous savez, le général Soleimani a dit « Nous sommes la nation de l'imam Hussein ». S'il pouvait comprendre cela, s'il lisait quelques livres écrits par certains de ces érudits iraniens sur ce qu'est Ashura, qui est l'imam Hussein, qui est Zainab, alors il ne s'en prendrait pas à la résistance de cette manière. S'il comprenait ce qu'est le Hezbollah, il serait plus prudent. S'il comprenait qui sont les Iraniens, il serait plus prudent. C'est cela qui rend les gens déterminés dans la rue, en soutien à un autre peuple. En soutien à un autre peuple. Ouais. Les Palestiniens se battent pour leur survie. Ces personnes se battent pour les Palestiniens. Ainsi, des gens sous le feu se rendent au rassemblement de la journée de Jérusalem, la journée d'Al-Quds, sous les tirs de missiles, pour le bien d'un autre peuple. Incroyable. Ouais. Je ne sais pas si tu peux entendre les explosions en arrière-plan, au fait. Non, nous ne pouvons pas, mais nous vous croyons, car vous êtes déjà venu dans cette émission où nous les avons certainement entendus. Et ce que vous disiez, professeur Marandi, à propos de la journée d'Al-Quds, les gens doivent savoir qu'en Iran, je suis presque certain, et vous pouvez me corriger, elle est perçue presque comme une fête légalement obligatoire compte tenu du soutien indéfectible au peuple palestinien.
mais elle a été instaurée après la Révolution et elle a lieu chaque année. Les Iraniens descendent dans la rue. Beaucoup de gens viennent du monde entier, surtout de la région, pour se rendre en Iran et y participer. Mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une exigence légale en ce sens. Mais en plus, ce n'est pas un jour férié. En réalité, ça tombe le dernier vendredi du Ramadan. Et le vendredi en Iran correspond au week-end. Le vendredi est notre dimanche. Donc notre week-end est le jeudi et le vendredi. Si quelqu'un veut y aller, il peut y aller. Par exemple, j'y suis allé ce vendredi. Et sur le chemin, il y avait des magasins ouverts, des gens qui conduisaient dans la direction opposée, des personnes qui se promenaient dans le quartier pour faire leurs courses ou quoi que ce soit d'autre. Ceux qui veulent y aller peuvent y aller. Certaines personnes ne peuvent pas y aller. Certaines ont peur d'y aller. Elles ont peur d'être tuées par des frappes aériennes. Certaines personnes pensent simplement que c'est trop difficile, parce qu'il est compliqué d'y aller avec tout le trafic et la foule. Mais vous savez, les gens ont fait preuve d'un degré incroyable de résilience, d'héroïsme et de courage, hommes et femmes confondus. Je n'ai jamais rien vu de tel. J'ai vécu les années 1980 en Iran, au plus fort de la révolution, lorsque Saddam a envahi le pays. J'étais en fait à la prière du vendredi, quand une bombe a explosé, et les gens sont restés assez déterminés. Mais là, c'était d'un tout autre niveau. Il existe des images, les gens peuvent les voir, et c'est tout à fait extraordinaire. Oui, c'est vrai. Et ce contraste, je pense, est important à souligner. Car quoi qu'il en soit, je suis d'accord avec toi personnellement. Je ne pense pas que cela change quoi que ce soit, que Netanyahou soit mort ou vivant. Ce que nous voyons, c'est l'ensemble de la direction israélienne. Ce sont eux qui se cachent. Bien sûr, les États-Unis sont très très loin, et ils ne vont pas réellement ressentir les conséquences immédiates de leur guerre d'agression criminelle. Mais les dirigeants israéliens, eux, ils se cachent, ils sont dans des bunkers. Et Netanyahou, surtout étant donné que l'Iran a déclaré ouvertement qu'il le visait et qu'il dispose probablement, voire certainement, de très bons renseignements sur l'endroit où il pourrait se trouver, se cache de manière extrêmement prudente, s'il est encore en vie. Cela montre, je pense, un contraste qu'il faut souligner. Il faut noter que le peuple et la direction iranienne, malgré le fait qu'il y ait des frappes à distance actives, je veux insister là-dessus, alors que des frappes à distance ont lieu chaque jour en Iran, en ce moment, les dirigeants et la population se comportent de manière totalement différente de celle des dirigeants israéliens. Je voulais simplement le souligner et voir si tu avais d'autres remarques à faire à ce sujet. Non, vous avez tout à fait raison. Mais une chose qui m'a frappé, et ce n'est pas la première fois que Trump le dit, c'est qu'il a affirmé que nous ne pensions pas que l'Iran riposterait contre des intérêts américains dans le Golfe Persique, ou qu'il fermerait le détroit d'Ormuz. Je veux dire, j'ai probablement dit cela dans votre émission une dizaine de fois au cours des dernières années, probablement plus d'une dizaine de fois, d'une manière ou d'une autre. Et je ne suis pas le seul. Beaucoup d'autres l'ont dit aussi. Je suis sûr que d'autres de vos invités ont tenu le même discours, mais moi je le dis depuis des années. Comment pouvait-il ne pas le savoir? Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour comprendre que c'est ainsi que l'Iran allait réagir. Mais pour qu'il pense, si nous croyons ce que dit Trump, et bien sûr il ment tout le temps, donc rien de ce qu'il dit n'a vraiment de sens. Mais si nous devons le croire, que personne ne lui a dit, ou que personne n'a pensé que l'Iran riposterait, qu'est-ce que cela dit du renseignement américain? Qu'est-ce que cela dit de la connaissance qu'ont les États-Unis de ce qui se passe? En mettant de côté les films hollywoodiens, qu'est-ce que cela dit de leur capacité de compréhension? Ils sont totalement ignorants.
Mais supposons qu'ils savaient que l'Iran riposterait et qu'ils ont quand même déclenché la guerre. Cela montre leur ignorance des capacités militaires de l'Iran. Parce que je suppose que s'ils pensaient que l'Iran allait riposter, ils se disaient que cela n'aurait pas vraiment d'importance, qu'ils pourraient simplement bombarder l'Iran quelquefois et que toutes les capacités iraniennes seraient détruites, parce que nous sommes les meilleurs ou quelque chose du genre. Vous savez ce genre de langage qu'ils utilisent, c'est qui nous sommes et tout ça. Ce fou, dépourvu de toute moralité, dignité ou honneur. Cela montre donc leur ignorance des capacités militaires de l'Iran. Encore une fois, cela signifie que le renseignement américain ne vaut rien. Cela veut dire qu'ils sont ignorants. Et c'est la même chose avec le régime israélien et l'Iran. Le régime israélien sait peut-être mieux, mais il a trompé les Américains pour les pousser à attaquer l'Iran en leur fournissant de faux renseignements. Quelle que soit la manière dont on le regarde, cela ne donne pas une bonne image du régime israélien, du régime Trump ou des élites politiques de Washington. Oui, non, ce n'est pas le cas. Et je veux simplement souligner quelque chose que j'ai oublié de mentionner plus tôt. Nous parlons de tous ces facteurs et de la manière dont la guerre se déroule pour Marandi. Je veux simplement lire ce que l'Iran a déclaré. Bien sûr, chacun peut le prendre avec des pincettes, comme il veut. Mais l'Iran n'a en réalité aucune raison de mentir à ce sujet, en ce qui concerne l'ampleur des dégâts qu'il a infligés aux actifs américains jusqu'à présent. Des chiffres énormes ici. Depuis le 28 février, 150 plateformes de lancement de missiles détruites par l'Iran, 23 systèmes de défense aérienne patriotes et un total de 37 avions. Maintenant, professeur Marandi, un système de missiles patriotes coûte environ 1 à 1,1 milliard de dollars américains. Donc, l'Iran inflige des dommages économiques et militaires massifs aux États-Unis. Et nous n'avons même pas encore parlé en détail, vous l'avez mentionné, du fait que le Hezbollah est également impliqué. Et apparemment, pendant que nous parlions, ils ont attiré 15 soldats israéliens dans une embuscade. Ils ne sont probablement plus parmi nous. Chaque jour, le Hezbollah ne se contente pas de combattre les forces israéliennes sur le terrain et de détruire plusieurs chars israéliens. Il coordonne également ses actions avec l'Iran, tirant ses propres missiles, roquettes et drones sur Israël et provoquant des impacts directs, notamment dans le nord. Ainsi, en ce qui concerne la manière dont cette guerre se déroule pour l'Iran, si l'on suit ce qui se passe réellement sur le terrain, alors que les États-Unis et Israël infligent des dégâts aux infrastructures iraniennes et bien sûr aux civils, un lourd tribut est payé de l'autre côté. La situation n'apparaît pas aussi unilatérale que l'administration de Donald Trump semblait le penser. Et qu'en est-il des dommages subis par les actifs américains en Irak et de la résistance irakienne? Leurs actifs pétroliers, leurs actifs gaziers, leurs installations, tout est en train d'être détruit. Ils sont expulsés d'Irak. Ils ne pourront jamais tenir l'Irak comme ils l'ont fait jusqu'à présent. C'était une autre erreur insensée, une autre conséquence de leur erreur insensée et génocidaire d'avoir attaqué l'Iran. Et puis le Yémen n'a même pas encore commencé. Depuis qu'il a vaincu les États-Unis l'année dernière, lors de cette guerre de 7 semaines, ils se préparent pour la grande confrontation. Ils ont dit qu'ils allaient s'impliquer, mais ils attendent le bon moment. Donc, ce n'est pas quelque chose que les Américains peuvent gérer. Ils l'ont détruite. Et Danny, les États-Unis ont cette aura, ou essaient de créer cette aura, d'invincibilité, qui, grâce à Saddam Hussein, a été en grande partie forgée par sa stupidité. Il a envahi le Koweït, puis les a laissés le bombarder pendant une quarantaine de jours, et ils ont simplement balayé les positions irakiennes. Depuis lors, et avec l'effondrement de l'Union soviétique, les États-Unis sont devenus l'hyperpuissance.
Cette aura d'invincibilité existait. Et il est vrai que les États-Unis ont perdu en Irak et en Afghanistan, mais après des décennies, ils ont pris le pays. Dans le cas de l'Iran, ils ont échoué dès le premier jour et les Iraniens ont riposté avec force. Alors, qu'est-ce que cela dit de tous ces systèmes d'armes et de radars? Demain, s'ils veulent les vendre, qui va les acheter? Pourquoi les achèterait-il? Pourquoi voudrait-il du dôme de fer, alors qu'il s'agit clairement d'un système inutile qui tire des missiles coûtant 50 fois plus cher que les drones lancés contre lui? Plus on y réfléchit, plus on voit les dégâts énormes infligés à l'Empire. Et pourquoi? Pour soutenir l'ethnosuprémacisme, pour soutenir le génocide. Les Britanniques, les Français, les Allemands, ils ont détruit leur crédibilité, leur aura d'humanité en soutenant le génocide. Les États-Unis ont fait la même chose. Et maintenant, elle est en train de s'auto-détruire encore davantage. Tout cela au profit de cette classe dirigeante, du sionisme et de la suprématie ethnique. Et maintenant, même des responsables du renseignement de haut niveau, on voit au moins une figure importante démissionner. Il faudra voir s'il y en a d'autres, si Tulsi Gabbard démissionne ou quelqu'un d'autre. Je pense que c'est un coup dur. Ce n'est pas comme lorsque Candace Owens fait des déclarations. C'est l'homme responsable de ce genre de choses, l'un des responsables du renseignement, qui affirme qu'il n'y a pas de menace. Ce n'est pas Tucker Carlson. C'est quelqu'un qui peut affirmer avec autorité qu'il n'y avait aucune menace et que nous avons attaqué un pays simplement parce que le régime israélien et le lobby sioniste le voulaient. Ouais, c'est un énorme coup dur. Tu sais, je pense que It's a huge blow, and I think the fact that it's becoming more and more clear that Israel. le fait qu'il devienne de plus en plus évident qu'Israël a joué un rôle majeur, non seulement pour convaincre, mais aussi, je pense, pour aider à coordonner, en avançant de concert avec le régime extrêmement sioniste qui existe à Washington, afin de mener cette guerre, maintenant avec la démission du chef du renseignement et de celui du DNI. Et puis aussi, professeur Marandi, le fait que, vous savez, les États-Unis auraient soi-disant des intérêts opposés à l'Iran, entre guillemets. Ce n'est pas le cas. Certains essaient de dire « Oh, eh bien, c'est important ». Non. Mais il y a des intérêts des élites américaines qui veulent voir l'Iran tomber, parce qu'ils veulent en fin de compte s'en prendre à leurs adversaires plus puissants. Ils veulent affaiblir la Russie et la Chine. Vous savez, ils comprennent la relation profonde qui existe entre elles. Mais il est tout à fait clair qu'au 28 février 2026, ce n'était pas le moment où ils allaient réussir à atteindre cet objectif. Et pourtant, ils l'ont fait quand même. Les États-Unis l'ont fait quand même. Je pense que c'est la principale leçon à tirer ici de cette démission. Et puis, il y a le fait que l'Iran tient toujours, en raison de la volatilité qu'impliquerait pour les États-Unis une tentative de cibler les expéditions de pétrole iranien à travers le détroit d'Ormuz. Il y a eu quelque chose comme 11 millions de barils expédiés vers la Chine en particulier, mais bien sûr aussi vers d'autres acheteurs de pétrole iranien. Il y a bien plus que cela d'ailleurs, car l'Iran possède beaucoup de pétrole stocké en mer qu'il a accumulé au cours des derniers mois. Ouais, Et ça part en Chine. oui, et cela part en Chine. Il semble donc que cet objectif se soit encore éloigné, car l'Iran a mis Trump échec et mat. L'Iran a dit aux États-Unis, « Oui, nous savons à quel point les marchés pétroliers sont volatiles. Nous vous disons, depuis longtemps, que nous avons la capacité de fermer le détroit d'Ormuz. Et non seulement nous sommes prêts à le faire, mais nous allons aussi nous occuper de nous-mêmes. Et nous allons le faire en commerçant avec le pays que vous avez qualifié de votre principal adversaire depuis tant d'années, à savoir la Chine. » À mon avis, c'est un très très mauvais coup pour les États-Unis. Mais quelle est votre réaction à cela?
big black eye, in my opinion. But your reaction to And this? all of this done for Israel. Yeah, All of exactly. this- Tout cela est fait pour Israël. I mean, if Tout there's cela no est Zionism, inutile. if there's Je veux no dire, s'il n'y avait pas de sionisme, s'il n'y avait pas de lobby sioniste aux États-Unis, il n'y aurait pas de guerre. Nous aurions probablement des relations avec les États-Unis. Nous ferions probablement du commerce avec les États-Unis. Mais c'est cette classe de personnes, cette classe Epstein, ces gens qui non seulement empêchent des relations normales, mais insistent sur la mort, le meurtre, la destruction, le génocide et tout le reste. murder and destruction and genocide and all that. Mm. Yeah. Yeah, Hmm. definitely. And, Oui, oui, maybe tout à you can fait. comment more, Et 'cause peut-être que tu peux en dire I've been plus, saying for parce que je some dis time depuis un that certain the, temps with que tu sais, avec la the résistance operators, irakienne, I mean, they just hit ils viennent de the frapper une US ambassade embassy. américaine. They've been hitting assets. Ils ont visé They've des been installations, releasing drones, publié des but images de it's drones, targeting les montrant en train de no cibler des previous bases militaires américaines là-bas. Supposedly, I showed this on the Apparemment, news j'ai montré ça yesterday dans that l'émission there hier, is no qu'il n'y a activity actuellement going aucune on activité between entre ces pétroliers et tankers d'autres and avions américains other au-dessus de US l'Irak, aircraft probablement par going crainte over d'être Iraq pris pour right cible. now, Donc, likely out of la fear, résistance irakienne est bel et bien en that mouvement. they will be targeted. So you have the Iraqi resistance very much in motion. Of course, we mentioned Hezbollah. And then Yemen, Bien sûr, nous avons mentionné le Hezbollah, puis le Yémen. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles l'Arabie saoudite et d'autres pourraient essayer d'utiliser la mer Rouge et le Bab el-Mandeb comme moyen d'atténuer une partie de la pression causée par la fermeture du détroit d'Ormuz. Mais il me semble que c'est peut-être ce que le Yémen attend. Je vois cela non pas comme une retenue par peur ou autre chose, mais comme une attente du bon moment pour agir. Je suis curieux de connaître ton avis à ce sujet, car il semble que la situation pourrait rapidement passer de mauvaise à pire pour l'économie mondiale si cela devait se produire. Well, sorry. Again, the Eh bien, amount of oil désolé. that the Saudis Encore une fois, export la quantité de from pétrole que les Saoudiens peuvent exporter depuis la mer Rouge est limitée et il y a beaucoup de problèmes techniques. Mais vous avez tout à fait raison. Si le Yémen entre en guerre et ferme la mer Rouge, alors où ira ce pétrole? Parce que les superpétroliers ne peuvent pas passer par le canal de Suez. Donc, ça va poser un gros problème. Quoi qu'il en soit, si le Yémen entre en guerre, alors les Saoudiens, souvenez-vous, lorsqu'ils ont mené 7 années de génocide avec le plein soutien de l'Occident, pendant les 2 ou 3 premières années, tout le Golfe Persique et la Turquie, tous soutenaient cette guerre génocidaire. Puis, lorsque les Émirats et les Saoudiens se sont retournés contre le Qatar et la Turquie se sont un peu éloignés de l'Arabie saoudite et des Émirats. Pendant 7 ans, les Saoudiens ont commis un génocide au Yémen. Qu'est-ce qui a mis fin à ce génocide? Le Yémen avait atteint, il y a 3 ou 4 ans, je crois, un niveau de puissance tel qu'il était capable de détruire une grande partie des capacités d'exportation de pétrole saoudiennes. Les Saoudiens ont alors renoncé et accepté le cessez-le-feu. Aujourd'hui, le Yémen est bien plus fort qu'il ne l'était à l'époque, et bien plus fort que l'an dernier, lorsqu'il combattait les Américains et les battait. Il pourrait donc facilement neutraliser le pétrole et le gaz saoudien, la quantité limitée, ou principalement le pétrole, destiné à la mer Rouge. Même si, comme je l'ai dit, cette quantité de pétrole ne provoquera pas de grands changements, elle peut tout de même être stoppée. Et bien sûr, le commerce à travers la mer Rouge peut également être interrompu, et ils peuvent causer des dégâts avec leurs drones et leurs missiles, contre l'Arabie saoudite et au-delà, contre l'oléoduc vers les Émirats et contre les actifs navals américains. Ils disposent d'une grande force de combat qu'ils pourraient déployer sur le territoire voisin. Et la résistance irakienne possède elle aussi une importante force de combat. Ils pourraient se déplacer vers le Koweït, ils pourraient se déplacer vers la Syrie. Rappelez-vous que le Koweït a une petite population, tout comme les Émirats, Bahreïn et le Qatar. Mais le Yémen et l'Irak sont de vastes pays dotés de forces de combat très puissantes. Ils ont combattu au Yémen,
Ils ont vaincu une guerre génocidaire menée par les Saoudiens et les Émiratis, puis par les Américains. Et les Irakiens, eux, ont vaincu Daesh et Al-Qaïda, qui étaient soutenus par l'Occident. Donc ce ne sont pas comme les soldats qataris qui restent dans leur bureau et, vous savez, ne font rien. Ce sont des gens qui ont combattu. Ce sont des gens dotés d'une puissance redoutable. Le Yémen et l'Irak ne sont pas de petits pays. Ce sont de grands pays importants. Ce sont des États civilisationnels. Le Yémen a des milliers d'années d'histoire, tout comme l'Irak. Tous deux ont un lien fort avec la culture de la résistance, avec leurs valeurs humaines, leurs valeurs religieuses, et surtout, comme je l'ai dit, avec la culture d'Ashura et de l'imam Hussein. Elle est très forte dans ces deux pays. Donc, encore une fois, le régime Trump s'en prend aux mauvaises personnes. Oui, et peut-être que dans les dernières minutes qu'il nous reste, professeur Marandi, vous pourriez nous parler de votre impression et de votre réaction face à l'idée que cela puisse durer. Certains responsables américains, s'exprimant sous couvert d'anonymat, disent que cela pourrait se poursuivre jusqu'en septembre 2020. D'autres en Israël, généralement les premiers à faire des fuites ou à parler aux médias, affirment qu'ils continueront environ 3 semaines supplémentaires de frappe. Quelles sont vos réactions à ces échéances? Je veux dire, nous parlons d'un horizon de 6 mois. J'ai du mal à imaginer que les États-Unis auront encore des défenses aériennes à ce moment-là. Mais malgré tout, que pensez-vous de la durée de cette situation maintenant que nous en sommes à la 3e semaine, au-delà même de ce que les États-Unis et Israël étaient prêts à supporter pendant la guerre de 12 jours? Danny, ils se préparent depuis 25 ans. Depuis que les États-Unis ont envahi l'Irak et l'Afghanistan, qualifié l'Iran de membre de l'Axe du mal et commencé à dire que toutes les options étaient sur la table. Ils ont construit des bases et des usines souterraines, développé une technologie nationale pour les drones et les missiles. Ils peuvent poursuivre cette guerre pendant des années. Et ils envisagent sérieusement de continuer jusqu'après les élections de mi-mandat américaines. Ils peuvent donc tenir très longtemps. Mais la crise économique mondiale permettra-t-elle aux États-Unis de maintenir cette guerre encore longtemps? Nous verrons bien. Le prix du pétrole, chaque jour, 20 millions de barils de pétrole, plus le gaz et tout le reste avec. 20 millions de barils manquent sur le marché. 20 millions ajoutés hier, 20 millions ajoutés aujourd'hui, demain, ça ne cesse de croître. Ils peuvent dénigrer les marchés ou utiliser des astuces pour les maintenir bas pendant quelques jours, mais ça finira par remonter. Et quand il n'y aura plus de gaz, plus de pétrole, quand il y aura une pénurie après quelques jours, une semaine ou deux, cela se verra. Alors, que vont-ils faire à ce moment-là? Étendre la guerre. Cela signifierait que tous ces pétroliers seraient détruits, que toutes ces installations de pétrole et de gaz seraient détruites. Ce serait bien pire, car cela voudrait dire qu'il n'y aurait aucun répit, aucun espoir pour l'année prochaine, ni même dans 6 mois. Donc, en fin de compte, les États-Unis, s'ils ne veulent pas provoquer l'effondrement de l'économie mondiale, devront reculer. Mais bien sûr, les exigences de l'Iran devront être satisfaites. Oui, c'est ça. Il y a des rapports des médias occidentaux et des analystes issus des cercles de réflexion bellicistes qui tirent la sonnette d'alarme en affirmant que l'Iran pourrait ne pas comprendre le message si les États-Unis et Israël cessent de frapper l'Iran sans que ces garanties soient respectées. Oui, parce que Danny, si nous arrêtons et que 6 mois plus tard ils nous attaquent à nouveau, que fait-on alors? Ouais, Nous ne pouvons pas permettre cela. Nous ne laisserons pas se reproduire.
Oui, oui, beaucoup de personnes qui regardent cela considéreraient probablement que c'est une conclusion tout à fait raisonnable. Et cela amène la question au professeur Marandi. Les États-Unis envoient environ 5000 marines dans une soi-disant unité expéditionnaire qui arrivera dans quelques jours, probablement une semaine environ. Et cela semble être une situation très... Eh bien, ils vont être utilisés pour quelque chose, sans doute. Et cela pourrait marquer le début de ce qui serait une sorte de cerise sur le gâteau, d'un désastre déjà en cascade. Un dernier mot avant de conclure, et je remercie le public pendant que vous parlez. S'ils veulent envoyer des troupes dans la région, ils devront en déployer plus d'1 million, pas seulement quelques milliers. Cela ne fonctionnera pas. Cela ne fera qu'empirer les choses pour eux et fera chuter l'économie mondiale. Je voulais simplement vous remercier, vous et votre public, pour l'excellent travail que vous accomplissez, et souligner que je pense que les gens du monde entier se réveillent face à la réalité de l'Empire occidental. Je crois que les gens commencent à reconnaître que 47 années de propagande anti-iranienne et anti-résistance, ces récits s'effondrent. Depuis 47 ans, on a appris aux gens à haïr l'Iran, à haïr la résistance, à haïr l'axe de la résistance. Et maintenant, ils voient que tous ceux qui haïssent sont ceux qui soutiennent le génocide. Et ce sont ces personnes qui s'opposent au génocide. Toute cette propagande des médias occidentaux, toute cette propagande qatari, saoudienne, émiratie et d'Erdogan, tout cela s'effondre. Les gens, je pense, voient de plus en plus la réalité. Ils voient ce qui se passe réellement en Palestine et ils se réveillent aux États-Unis quant à ceux qui détruisent réellement le pays. Et bien sûr, la démission d'aujourd'hui, je pense, est un autre clou dans le cercueil des fortunes du sionisme aux États-Unis. Le peuple américain est pris en otage, tout comme les gens ailleurs dans le monde. Mais les gens se réveillent, les jeunes en particulier, et nous faisons face à la guerre. Qui sait ce qui va se passer aujourd'hui, ce soir, demain, la semaine prochaine, ce qu'il adviendra des amis ou de la famille. Mais je suis optimiste pour l'avenir. Oui, oui. Eh bien, professeur Marandi, je sais que vous ne pouvez pas le voir, car nous sommes sur une plateforme qui ne permet pas le partage d'écran de cette manière. Mais je viens d'afficher un tas de messages de personnes qui vous ont témoigné beaucoup d'affection, à vous et au peuple iranien. Je pense que c'est un excellent signe que beaucoup de gens prêtent attention à ce qui se passe. Donc c'est vraiment très apprécié que vous soyez venus. Je veux remercier tous ceux qui ont contribué. Bien sûr, les abonnements, les super chats, tout cela. Et tous ceux qui ont regardé aujourd'hui, car ce sont des programmes très importants. Je veux aussi dire, pour conclure, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela aidera à faire en sorte que le message du professeur Marandi se diffuse encore davantage une fois que nous aurons terminé. Et professeur Marandi, ne lisez pas Al Jazeera aujourd'hui, car Al Jazeera a publié un article d'analyse de 2000 mots sur la façon dont la stratégie des États-Unis et d'Israël contre l'Iran fonctionne. Cela risque de vous faire grisonner un peu plus, vu à quel point c'est mauvais. Gray a little bit more in terms of how bad it is. But I don't care. I mean, there are some good people. Je m'en fiche. Je veux dire, il y a des gens bien à Al Jazeera. J'ai des amis là-bas qui me contactent de temps en temps et nous parlons de questions de fond. Je ne veux mettre personne dans l'embarras. Mais Al Jazeera, eh bien, le Qatar est un proxy des États-Unis. Et donc Al Jazeera ne sera jamais un instrument de libération. Il ne faut pas être naïf. C'est un instrument du pouvoir américain, à sa manière. Mais encore une fois, cela ne veut pas dire que tous ceux qui y travaillent ou dans les nombreux autres médias contrôlés par le Qatar sont de mauvaises personnes. Non, je connais des gens vraiment bien. Mais non, j'ignore Al Jazeera. J'ignore tous les médias occidentaux. Et je considère Al Jazeera, Al Arabiya, tous comme des médias grand public occidentaux. yeah, definitely. On that note, everybody, Oui, tout à fait.
Sur ce, tout le monde, on va s'arrêter là. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime avant de partir. Dans la description de la vidéo, vous trouverez le compte X du professeur Mohammad Marandi, où il partage toutes ses apparitions médiatiques et ses commentaires sur cette guerre. Vous pouvez le suivre là-bas. Tous les liens qui soutiennent cette chaîne s'y trouvent également. Demain, un ami commun de l'émission sera présent. Le professeur Marandi et moi, ainsi qu'Alistair Crook, seront là à 11h, heure de l'Est, le 18 mars. Alors, ne manquez pas ça. 11h, heure de l'Est, le 18 mars. À la prochaine, tout le monde. Je vous retrouve pour la prochaine mise à jour sur cette guerre et bien sûr sur la situation et le contexte qui l'entoure. Au revoir. Situation, context that surrounds it. Bye-bye.